Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous du Forum des rédactions de ce vendredi 22 novembre 2024. C'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur le débat en fin de semaine qui se penche sur l'actualité. Aujourd'hui, on se préoccupe d'une question qui a été suscitée par un homme politique de la République. Je voudrais nommer Noureddine Saka Saleh, qui demande la suppression du financement public des partis. Il a argumenté ses propos et donc ça nous a inspiré pour ce débat que je vous propose avec mes débatteurs. Arthur, j'allais dire le forum des rédactions de ce soir a pour thème financement public des partis politiques au Bénin. Est-ce pertinent d'y mettre fin? Vous avez vos réponses, ça vous fait réfléchir déjà chez vous, mais on va voir comment nos débatteurs vont donc argumenter, vont croiser verbes et arguments dans ce studio afin de nous montrer si ils sont du côté de Noureddine Saka Saleh ou du côté des partis politiques, parce qu'aucun parti politique, aucun président de parti n'aurait aimé que l'on supprime le financement des partis politiques. Le décor étant planté, on va observer une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. À bas à gauche, c'est bien sûr Hugues Hector Zogo qui est dans ce studio. Bonsoir Hugues Hector Zogo. Bonsoir Maureen, c'est un plaisir de me retrouver une fois encore sur ce plateau. Vous êtes directeur de publication de l'Indépendant, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir réel. À ma droite, comme la semaine dernière, il est en face de vous, Oumar Adéandiou, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Hugues, bonsoir à tous. Merci infiniment de m'inviter sur ce plateau. C'est un plaisir puisque vous vous rendez tout le temps disponible. On parle de financement public des partis politiques au Bénin. Tout est parti donc de cette inspiration de Noureddine Saka Saleh qui demande la suppression du financement public des partis politiques. Il pense que les partis politiques deviennent des refuges professionnels pour donc les plus jeunes qui ne veulent plus rien faire d'autre que de compter sur un recrutement au sein des instances du parti pour bénéficier de per diem ou de contrats farfelus. Ils deviennent tous des lèche-bottes, des décideurs qui les précarisent encore plus pour mieux les avoir sous contrôle. Êtes-vous de l'avis de Noureddine Saka Saleh sur ce développement? Hugues Hector Zogo. Moi, je vais partir déjà du principe que le parti politique, c'est ce creuset de militantisme qui permet aux citoyens de pouvoir apprendre à gérer, donc apprendre à gouverner, et avant qu'ils ne puissent se retrouver à cette étape de vie, il y a ce qu'on appelle par exemple l'éducation civique et il y a ce qu'on appelle également l'engagement citoyen. Deux valeurs fondamentales qui se mettent en place au niveau des partis politiques. Ah donc, pour moi, à partir de ce fait, ça va être très difficile, a priori, de penser que le jeune qui va militer au sein d'un parti politique, il s'y retrouve juste parce qu'il recherche un contrat entre griffes farfelues, comme le stipule si bien Noureddine Saka Saleh. Je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être qu'il a eu déjà la chance de se retrouver avec certains jeunes de par le passé. Et aujourd'hui, au regard de ses analyses personnelles, il trouve qu'on pourrait proposer cette alternative-là à notre République. Peut-être au cours du débat, nous verrons s'il a raison ou pas. Est-ce qu'il vous est arrivé, Oumar Adéandiou, de penser à quoi le financement des partis politiques sert?
Le financement des partis politiques, avant même d'en arriver là, je parle même du parti politique lui-même. Le parti politique joue quoi comme rôle dans la cité? Le parti politique participe à l'animation de la vie politique, à la gestion donc du pays, fait des propositions à l'État, aux gouvernants. Voilà ce que nous pensons de votre, comment on appelle, de votre, comment on dit ça, de votre gouvernance. C'est pas gratuit quand ils le font. Quand je dis c'est pas gratuit, ça vous dit simplement que c'est du boulot qu'ils font. C'est un travail qui est important dans une république. Et c'est un service public. Et tout ce qui est de l'ordre du service public est un devoir régalien pour nos autorités. Quand on parle de régalien, ça veut dire que l'État doit s'en charger. Donc, dès l'instant où c'est un service public, il n'y a pas de raison que l'État n'aide pas à bien faire ce service public-là. Voilà. Donc, les partis politiques ont le devoir donc d'animer la vie politique, de faire des propositions et aussi de tout faire pour comprendre comment est-ce que la gestion du pays est faite actuellement, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, aller au contact des populations, demander leur voix et après les élections, si jamais on est élu, on passe donc à la gestion nous-mêmes. On passe donc à la gestion de l'appareil d'État. On gère véritablement le pays. Et je pense que ça, c'est un sacerdoce. Au même titre que, par exemple, être professeur, au même titre que, par exemple, être journaliste. Vous comprenez? Donc, c'est peut-être, vous voyez, le constat par lequel, par Nouroudine Saka Saleh, pour demander la suppression du financement des partis politiques, est un constat déplorable. Hein. Mais il y avait pire par le passé. Beaucoup de jeunes avant et rentraient dans ces pseudo-partis-là qu'on avait dans le temps, si vous vous en souvenez, des partis qui appartenaient à un seul individu, juste dans l'espoir, tout simplement, de l'utiliser ce parti-là comme ascenseur social. La politique, faire de la politique, faire partie devant les populations, haranguer la foule, était le seul moyen que beaucoup de jeunes avaient trouvé dans le temps pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire marcher l'ascenseur social, pour pouvoir donc se réaliser et occuper de grands postes. Quelquefois même sans comme on appelle, sans grande conviction au sein du parti, ils n'ont rien, enfin, ils ne savent même pas ce que ça veut dire un parti politique, peut-être même quelquefois, ils ne connaissent même pas, comment on appelle, le courant politique, ils ne connaissent pas la vision du parti. L'essentiel pour eux, c'est de trouver un moyen d'être aux côtés d'un mentor. Parce que dans la politique, c'était ça. Jouer au lèche-botte. Voilà, on joue au lèche-botte à ce monsieur-là, et finalement, on gravit les échelons. Et dès que ce monsieur a l'occasion de briguer un poste, et qu'il a donc comment on appelle, la faveur des électeurs, et qu'il devient peut-être député, ou bien même les nommer ministre et tout, ce jeune-là, voilà, ce jeune-là aussi monte en grade. Oui, c'était comme ça que beaucoup de jeunes faisaient. Voilà. Donc aujourd'hui, du fait qu'il y a le financement des partis politiques, les partis peuvent fonctionner normalement, mais il n'y a pas de raison qu'on n'emploie pas des jeunes. Maintenant, c'est aux jeunes de savoir ce que lui veut, ça c'est la première des choses, et aux partis politiques de savoir aussi quel est leur rôle. Il a parlé tout à l'heure de civisme. Voilà un travail que doivent faire les partis politiques. Dans certains pays, on parle d'éducation civique. Voilà. Dans certains pays, on parle d'éducation d'été, dans certains courants politiques, rien que pour former... L'école d'été. Université d'été, pour former, voilà, pour former les jeunes, rien que pour leur faire comprendre les courants de pensée que prône donc le parti politique, rien que pour leur faire comprendre la vision de ce parti politique-là. Et donc, c'est un travail qui est fait au sein des partis. Donc, c'est au parti de savoir que, attention, un jeune qui est avec nous, il n'est pas là comme ça. Nous devons faire un travail sur ce jeune-là. Nous devons faire, parce que c'est lui le soubassement, donc, du fait, enfin, si on veut fonder en tout cas un parti grand, c'est lui le soubassement. Ce sont des jeunes-là que nous employons peut-être aujourd'hui comme, je ne sais pas moi, porte-parole, secrétaire, tout ce que vous voulez, où les jeunes-là se réfugient aujourd'hui parce qu'il y a l'argent de l'État qui vient finalement aider ces partis-là à se structurer. Mais écoutez, c'est le parti qui doit pouvoir faire ce travail-là. Ce n'est pas parce que l'État finance les partis. Que l'État finance les partis au Bénin, moi je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est à cause de l'autre pagaille. Si vous voulez, on pourra mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Au départ, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi un individu se lève? Pourquoi l'État doit financer les partis politiques? Pourquoi l'État doit financer les partis politiques? C'est là la question. Parce que désormais, nous avons une vision pour le Bénin.
On veut faire de la démocratie comme cela se doit. Et si on veut faire de la démocratie comme cela se doit, on ne doit plus laisser notre démocratie aux mains d'individus qui vont en faire ce qu'ils veulent. Un individu se lève, il crée son parti, parce qu'il arrive à rassembler 500 personnes, 400 personnes, 300 personnes dans son village ou bien dans le hameau dans lequel il est né. Et c'est fini, il en fait un parti politique et il harangue les foules, il passe partout. Dès que le gouvernement fait quelque chose, il organise une marche. Voilà des choses auxquelles on a voulu mettre fin. Et pour mettre fin à cela, mais il faut éviter que l'argent de ces personnes-là puisse leur servir à cela aussi. Et c'est la raison pour laquelle aussi je pense que l'État voit bien que nos autorités, que les réformes qui ont été opérées dans ce sens-là, ça tombe très bien parce qu'on peut désormais créer un parti en espérant tout simplement que l'argent ne vienne pas d'un seul individu qui va venir faire sa loi, il met qui il veut à la place. Non, ce n'est plus ça désormais. Ça sera donc des visions qui vont nous rassembler parce que l'État a désormais un œil dessus. Et quand l'État finance un parti politique, l'État a forcément un œil également dans la gestion de ce parti politique-là également. Quand je parle de gestion, ce n'est pas seulement la gestion financière, la gestion des hommes. Comment est-ce que vous le faites? Voilà. Donc, s'il y a des tas que cela révèle aujourd'hui, le fait de financer les partis politiques, je veux dire, s'il y a des tas que cela révèle, c'est à nous, c'est aux autorités en réalité de réfléchir et aussi aux partis politiques de réfléchir. Comment est-ce qu'on fait pour corriger ces tas-là? Mais dit qu'on va supprimer, comment on appelle, le financement des partis politiques pour un pays comme le Bénin, vu d'où nous sommes partis, j'estime que c'est une mauvaise inspiration de la part de M. Noureddine Saleh. Très bien. Alors, Hugues Hector Zougo, voilà un peu le développement fait par Oumar Diandjou. Pourquoi doit-on financer les partis politiques alors? Et n'est-il pas normal que les jeunes en profitent puisqu'ils servent les partis? L'administration des partis a besoin de jeunes pour pouvoir donc fonctionner. On a besoin d'un siège pour le parti politique. Il y a des charges que le parti prend en compte, ou du moins que le parti doit payer. Et pourquoi alors ne pas financer les partis politiques? Non, je pense que c'est un faux débat de penser qu'il n'est pas opportun de continuer par accompagner les partis politiques en termes de financement dans notre pays. Parce que le rôle d'un parti politique, comme il a si bien le dit, Oumar, c'est l'animation de la vie politique. Et vous ne pouvez pas, par exemple, animer une vie politique si vous n'avez pas suffisamment de moyens. Faisons un petit retour en arrière. Février 1990, nous sommes partis à la conférence nationale. Les toutes premières élections présidentielles qui ont été organisées, les candidats ont mis la main à la poche. Et à partir de ce moment-là, l'argent est devenu le premier facteur qui devrait permettre d'élire le président de la République. Nous avons connu tout ça, surtout avec Maître Adrien Rouy. Je préfère donner des noms pour qu'on puisse apprécier davantage ce dont je parle. Et depuis lors, n'importe quel philanthrope se lève, il crée son parti politique avec pour incidence de mettre la pression aux gouvernants en place. La conséquence, c'est qu'on vous fait du chantage politique parce que c'est moi qui ai mis le maximum de moyens. Je suis le seul maître à bord à pouvoir financer mon parti politique. Et quand je le fais, je ne reçois même plus l'avis des autres cadres du parti avant de positionner le parti politique sur les questions d'intérêt national. Ça voudrait dire que vous, en tant que Moril, c'est vous qui financez le parti à plus de 90%. Nous sommes 3 acteurs au sein de ce parti-là. Il y a peut-être un sujet d'intérêt national. Est-ce qu'il faut permettre au chef de l'État de briguer un nouveau mandat ou pas? Et puisque c'est vous qui êtes l'acteur principal qui finance le parti, vous faites des déclarations pour dire que oui, il faut permettre au chef de l'État de briguer un nouveau mandat, sans recueillir l'avis de Oumar et le mien.
Et pourtant, nous sommes des cadres du parti politique. Parce que c'est vous qui dépensez pour le parti. Ah, voilà. Vous n'avez pas de compte à nous demander. Exactement. Donc, c'est ce qui se faisait de par le passé. Les partis ont longtemps fonctionné ainsi. Ainsi, on avait un seul leader qui, à la limite, se retrouvait avec son épouse, avec ses enfants, à occuper les postes stratégiques parce que c'était... les partis allaient au gré des humeurs du leader financier. Il faut le préciser, leader financier, qui parce qu'en réalité, ce n'est pas des leaders vraiment politiques. Hein. C'est des gens qui avaient leurs idées simplement. Il suffisait seulement d'avoir suffisamment de moyens financiers pour se déclarer, par exemple, acteur politique, sans conviction. Parce qu'on se dit, dès qu'on se retrouve dans l'arène politique, on a la possibilité de vivre effectivement la compromission, on a la possibilité de bénéficier de certains marchés publics. C'est ce qui se passait depuis 90. À un moment donné, nous avons pris conscience. Même le chef de l'État actuel y a pris part. Hein. C'est quelqu'un qui a développé ces stratégies avec eux. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il dit « Je reconnais que nous l'avions fait. Mais il faut qu'à un moment donné... » Il a reconnu qu'il y a des partis politiques qui étaient dans des sacs. Tout le parti était dans des sacs. Oui, tous les documents étaient dans des voitures. Voilà. C'est le parti politique qui se promène. Quel acteur politique aujourd'hui ne peut pas reconnaître en toute sincérité que ce que nous sommes en train de décrire là fait partir de l'histoire politique de notre pays depuis 1990. Ça aurait été une erreur fatale de sa part. Et donc, quand on commet des erreurs à des moments donnés, on peut quand même s'arrêter parce qu'on a fait le bilan, on a compris que c'était forcément pas la meilleure stratégie. Donc, à partir de ce moment-là, il faut changer de fusil d'épaule. Et c'est ce qui a permis à ce que nous ayons eu aujourd'hui de nouvelles lois et qui permettent effectivement à l'État béninois d'accompagner les partis politiques. Ça, c'est déjà un pas. Mais l'autre question, c'est de savoir qu'est-ce que ces partis politiques devraient faire de cet argent qu'on met à leur disposition. Ou encore, qu'est-ce que ces partis politiques-là font effectivement de l'argent qu'on met à leur disposition. Et une troisième question, peut-être que je vais poser aussi, c'est pourquoi ne pas financer tous les partis politiques qui sont officiellement enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur et on se limite exclusivement à ceux-là qui ont des élus à l'Assemblée nationale. Trois questions fondamentales qui pourront nous permettre... La dernière, je pense que la loi a plus ou moins répondu déjà. Hein. Les partis qui n'ont pas une envergure nationale, qui n'ont pas le quota d'électeurs à l'issue d'une élection, finalement, meurent. Ou qui ne participent pas à deux élections. Voilà, donc c'est fini. Non, c'est-à-dire que, pour moi, il y a une sorte d'injustice. Parce que ces partis, par exemple, qui aujourd'hui n'ont pas encore de députés à l'Assemblée nationale ou n'ont pas pu réussir à élire des maires, est-ce à dire qu'on refuse au cadre de ces partis politiques-là d'animer la vie politique? En quelque sorte. Eh ben voilà. Puisque ces partis-là continuent d'animer la vie politique. L'objectif, quand vous dites, par exemple, de réunir 10%, avant de parvenir à gagner, comment on dit, le suffrage vous permettant d'élire des députés à l'Assemblée nationale, et que vous aviez travaillé, le seuil, oui. Merci, et que vous avez travaillé à atteindre peut-être 9,75, on ne peut pas vous en vouloir, parce qu'il y a peut-être en ce moment précis des erreurs que vous aviez commises au niveau de votre parti, que les populations n'ont pas voulu vous pardonner. Ça ne voudrait pas dire que vous êtes un parti politique illégitime. Donc, à partir de ce moment, je trouve que ça a été une erreur de la part de nos honorables députés à l'Assemblée nationale de voter un texte de loi ne prenant pas en compte tous ceux qui se retrouvent, tous les partis politiques, par exemple. Nous en avons combien, à la date d'aujourd'hui, que l'État ne peut pas financer? Nous ne sommes plus à l'ère de 250, 300 partis politiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes au-delà d'une vingtaine. Non. Voilà. On a une dizaine. On a une dizaine de partis politiques. Alors,
Mais les partis politiques les plus représentatifs, on les connaît. On les connaît. Voilà. Mais ce que je veux dire par rapport à cet aspect, bon, c'est vrai que c'est un autre débat. Ce n'est pas forcément le débat financement des partis politiques. On peut ouvrir des parenthèses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça permet au moins de corriger un certain nombre de choses. Et le fait qu'on limite les partis politiques, ça permet de corriger vraiment tout ce qu'il y avait comme cacophonie, tout ce qu'il y avait comme, je ne sais pas moi, désordre qu'on observait. Vous-même, vous avez dit 200 et quelques partis politiques pour un petit pays comme le Bénin. Bon, petit grand peuple, hein, je veux dire. Petit dans le sens juste de la superficie, du nombre de populations que nous sommes. Mais c'est quelque chose c'était quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose de très, très vilain qui faisait désordre en réalité. C'était comme des gens à qui on a donné la liberté, mais qui venaient de découvrir la liberté, mais qui en abusaient comme ils voulaient, qui faisaient du désordre avec. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec cet aspect-là, qu'il y ait comme on appelle, un moyen de limiter le nombre de partis politiques. Par contre, quand vous dites les acteurs, peut-être que l'acteur politique, il faut trouver un moyen de voir comment est-ce qu'on fait pour que tout acteur politique puisse s'exprimer. Et je pense que ça, normalement, c'est la liberté d'expression existe au Bénin, je pense. N'importe quel acteur politique peut s'exprimer, n'importe quel citoyen peut s'exprimer sur la vie politique de son pays. On a vu pas mal de personnes qui, il y a quelques jours, sont sorties et même sur les antennes d'Éden ont exprimé ce qu'ils pensaient actuellement de la gestion de l'État ou même peut-être de ce que les opposants, voilà. Même vous et moi, en tant que journalistes, nous sommes des citoyens, nous avons la liberté de nous exprimer. Donc moi, je pense que ce débat, c'est un autre débat. On pourra peut-être le faire après, mais par rapport au financement des partis politiques, il y a quelque chose que vous avez dit et sur lequel vous êtes passé brièvement et sur lequel j'aimerais appuyer un peu plus. La liberté, même au sein des partis politiques. Quand le leader qui vient, étant donné que c'est lui le bailleur, c'est lui qui finance tout, quand il vient, sa parole est comme parole d'évangile. Quand il parle, plus personne ne peut parler. Et cela n'est pas le propre de la démocratie. Cela ne marche pas avec la démocratie. L'apanage de la démocratie, c'est que tout le monde a droit à la parole. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on dit que c'est le pouvoir du peuple. Donc, chaque élément du peuple peut s'exprimer et dire ce qu'il pense avant qu'on ne retienne donc, une ligne sur laquelle on va marcher. Vous voyez un peu? Ce qui fait qu'au sein même des partis politiques, il n'y avait pas véritablement, dans le temps, il n'y avait pas véritablement cette liberté d'expression-là, cette liberté d'opinion. Donc, le fait qu'on va désormais financer les partis politiques, le fait que l'argent ne vient pas seulement d'un seul individu, ça laisse la largesse finalement. Financement public. Voilà, ça laisse la largesse finalement à tout le monde de pouvoir exprimer son opinion au sein du parti politique. Ça, c'est un premier point. Par rapport maintenant aux jeunes, par rapport à tous ceux qui commencent au bas niveau dans le parti politique, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir également gravir les échelons au sein du parti et pourquoi pas, à la longue, être donc le leader aussi de ce parti-là. Et donc, grâce au financement public, tous ceux-là seront désormais libres. Ils pourront donc gravir les échelons comme cela se doit. Maintenant, à quoi sert réellement cet argent-là public? Hector fait très bien de poser la question. Et c'est également le travail des autorités également. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler donc la gestion de ces quelques millions ou je ne sais pas moi qu'on met plusieurs milliards. Voilà, qu'on met à la disposition des partis politiques. C'est de l'argent public. C'est votre argent, c'est mon argent. C'est les TVA que nous payons, c'est les AIB que nous payons quand nous faisons nos fatigues normalisées. Tout ce qu'on nous prélève comme taxe, c'est tout ça aussi qui constitue l'argent public. Et c'est dans cet argent-là qu'une part donc, est destinée à ces partis. Donc, il faut une gestion rigoureuse de cela également. Quel est le suivi après de l'État? Moi, je pense que c'est ça. Vous voulez exiger la reddition de comptes? Oui, c'est essentiel. Une fois que l'argent public travail, il faut qu'on nous explique à quoi est-ce que ça servit. Voilà, c'est essentiel. C'est ce retour-là d'ailleurs que le citoyen attend. Le citoyen que nous sommes, c'est ce que nous attendons. À quoi sert l'argent du pays? Oui, ça c'est essentiel. Donc, s'il y a une part qui est destinée désormais aux partis politiques, moi, je salue cela. Parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, comment on appelle, le parti politique fait un travail qui est de l'ordre du service public. Et quand c'est de l'ordre du service public, il n'y a pas de raison que l'État n'accompagne pas cela. Ça devient immédiatement un devoir régalien. Parce que quoi? Le service public que font les partis politiques, mais écoutez, c'est pour le bien de la nation, c'est pour l'avancement du pays. Ce n'est pas juste animation pour animation de la vie politique.
Quand un parti arrive à gravir, comment on appelle, arrive à, à briguer, voilà, à gravir les échelons et finalement se retrouver à la tête d'un pays, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va gérer le pays. Absolument. Donc il nous faut des moyens pour pouvoir faire ce travail-là. Et ce travail-là, c'est des populations qui sont derrière lui, qui le soutiennent. Des Béninois qui croient en lui. Et rien que des Béninois, parce que des Béninois croient en cette vision-là, on doit pouvoir donc aider les partis politiques, rien que parce qu'il y a certains Béninois qui croient en eux. Et moi, je pense que le financement des partis politiques, c'est essentiel. Il n'y a rien à supprimer, à mon avis. Hein. C'est même une très bonne trouvaille. Pour un petit pays comme le nôtre, ça permet de mettre fin à un certain nombre de choses. Parce que l'individu vient, il va créer des trucs à son effigie. C'est juste lui seul qui gagne tout. Et tous les gens qui ont travaillé derrière. Excusez-moi un tout petit peu, hein, je prends un peu la parole. Je vais revenir encore sur un autre fait qui était dû au fait que comment on appelle, les partis politiques étaient financés par un seul homme, un seul bailleur, qui est le gourou comment on appelle, du parti. Dans certains partis, qu'est-ce qui se passait? Des gens faisaient tout le travail, ils faisaient tout le sale boulot. C'est eux qui vont mobiliser les gens. Ça, oui, la mobilisation des personnes. Comment est-ce qu'on travaille sur le terrain? C'est eux qui vont au contact des populations. C'est ce qu'ils appellent le sale boulot. En fait, ce n'est pas vraiment le sale boulot. C'est même le travail, le sacerdoce dont je parlais. Donc, c'est eux qui font tout ce travail difficile-là. Et lorsque les élections s'approchent, vous savez ce qui se passe? Non. Un individu quitte quelque part, et c'est pas moi, dans un pays à l'extérieur, ou bien il a réussi à, comment on appelle, à se renflouer les poches parce qu'il fait des affaires qui marchent très bien. Il vient au moment des élections, il dit, écoutez, moi je vais être député, mais je vais être député dans votre parti. Vous savez ce que le leader, le bailleur du parti, là, celui qui a fondé le parti, vous savez ce qu'il va demander? Non. Voilà, il va dire, mais qu'est-ce que nous on gagne en retour? Qu'est-ce que le parti gagne en retour? Il va dire, ok, voilà quelques millions pour vous. Et il y a beaucoup qui sont devenus députés grâce à ça. Et ces jeunes-là qui ont travaillé tout le temps, qui ont fait ce sacerdoce-là dont je parlais, eux finalement sont relégués au second plan. Ils ne seront jamais députés. Ils ne seront jamais maires, ils ne seront jamais conseillers, ils n'iront jamais à l'Assemblée nationale, ils n'iront jamais au gouvernement parce que tout simplement, ils n'en ont pas les moyens. Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'argent à proposer aux bailleurs. Donc, en finançant les partis politiques, on met fin à cela également. Et c'est tous ces aspects-là que M. Nouroudine Saleh n'a pas vu et qu'il aurait dû voir en réalité. C'est ça. Très bien. Réaction? Oui, moi je voudrais déjà dire que malheureusement, bien qu'on ait suffisamment de moyens financiers aujourd'hui au sein de nos partis politiques provenant de l'État, je ne sens pas encore ce qu'on appelle la liberté d'expression au sein de nos partis politiques. La liberté d'expression. La liberté d'expression. Au sein des partis politiques. Au sein des partis ça, politiques. c'est un gros volet. Oui, je n'arrive pas encore à sentir cette liberté d'expression. Pourquoi vous le dites ainsi? Je le dis ainsi parce que dès que vous rapprochez des cadres des partis politiques et vous cherchez à savoir quels sont les débats qui se mènent, on n'hésite pas à vous dire, bon, pour le moment, on n'en a pas encore parlé. Pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer. Pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer. Oui. Et on ne se prononce plus jamais. Plus jamais. Mieux, vous vous rendez compte que au sein de nos partis politiques qui ont aujourd'hui bénéficié, malheureusement ou heureusement, du financement public. Il faut les citer, c'est FCBE, c'est le Bloc républicain, c'est l'Union progressiste, le Renouveau. Au terme des élections législatives, voilà. Depuis que ces partis politiques ont pu bénéficier de l'aide de l'État, est-ce que vous aviez eu une seule journée de réflexion profonde où ça s'est passé sur les 77 communes du Bénin? Est-ce que vous en avez eu une seule? Une seule journée? Non, on est tous dans le pays. Alors, et pourtant, nous disons que nous sommes des partis à envergure nationale. Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres partis? Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres partis et qui nous donne le droit de bénéficier de ce financement-là? Parce que nous avons 10%, on a réuni 10%. Vous avez réuni 10% pour les élections. Oui, sur le plan national. Sur le plan national, ça vous a permis
d'élire plusieurs députés à l'Assemblée nationale, d'installer plusieurs maires au niveau des communes. Ça, c'est déjà une chance. Pour que, dès que vous prenez la décision d'organiser une activité d'engagement citoyen sur tout le territoire national, ça puisse se faire en un laps de temps. Mais qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe malheureusement? C'est de manière éparse que ces partis politiques-là se déplacent au niveau de certaines communes, juste parce que le leader veut rencontrer quelques acteurs d'influence de la zone ou bien de la région. Et on dit, oui, on est parti, on est allé former les leaders. Mais ce n'est pas ça une école de parti politique. Je m'en excuse, mais ce n'est pas ça. Une école de parti politique, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués à la date d'aujourd'hui. Ils ont les moyens d'État. C'est plusieurs milliards qu'ils ont eus. À partir du moment où ils ont plusieurs milliards à leur disposition, le minimum que l'on puisse exiger d'eux, c'est l'éducation civique de leurs militants. S'ils ne travaillent pas au militantisme, si le militant ne sait pas ce que représente le militantisme, c'est que le parti meurt. Ça voudrait dire qu'il n'est pas au sein de ce parti-là par conviction. Parce que le citoyen peut venir dans un parti politique et à partir de l'école, à partir de la formation qu'il a pu bénéficier de ce parti-là, il se rend compte qu'il était en déphasage. Et donc, librement, il prend la décision de ne plus militer au sein de ce parti-là. Tout comme il peut se sentir davantage aguerri et dire « voilà ce que je voulais ». Ce parti-là est en mesure de m'aider à atteindre mon objectif pour mon pays. Ce n'est pas l'objectif personnel, c'est l'objectif pour le pays. Parce que lui, il va au sein du parti parce qu'il porte une aspiration pour son pays. Il veut voir le pays développé jusqu'à un niveau donné. Et pour ça, il ne peut pas le faire tout seul. Puisque c'est des décisions politiques. À des moments donnés, c'est des acteurs qui pourront prendre des décisions au sommet. Mais à quel niveau il pourra partager sa conviction s'il ne se retrouve pas dans un parti politique? Mais est-ce que vous avez le sentiment, de vous à moi, que de pareilles réflexions se mènent au niveau de nos partis que nous avons là? Oui, mais c'est ça les vraies questions. Vous avez raison, mais... Est-ce que vous avez le sentiment que les partis politiques qui bénéficient aujourd'hui du financement de l'État montent au créneau convenablement pour mener des analyses pertinentes? C'est des choses qui nous manquent. Alors, à quoi servent les financements qu'on met à leur disposition? On ne met pas les financements à votre disposition. Je vous repose la question. À quoi devraient servir les financements qu'on met à disposition les financements devraient servir en priorité à la formation de tous les militants du parti. Est-ce que, pour ce que vous observez dans le microcosme politique béninois, est-ce que ça se fait comme ça? Ça ne se fait pas comme ça devait l'être. Moi, je pense que... Parce que vous allez voir malheureusement des journalistes qui vont publier dans leur organe de presse écrite, des journalistes qui vont monter des reportages pour que ça puisse être diffusé au niveau de notre chaîne de télévision, que tel parti politique a fait une activité qu'on appelle l'école du parti. Mais en réalité, est-ce que c'est ça le contenu d'une école de parti politique? Vous savez, oui, je ne sais pas si... C'est ça le vrai débat. Il ne suffit pas seulement de se lever un matin, de réunir juste une cinquantaine de personnes dans une salle, de donner une communication sur peut-être ce que c'est que le militantisme et dire qu'on a formé les militants. Ce n'est pas ça. Donc, il faudrait que nous puissions crever l'abcès. Si aujourd'hui des citoyens commencent par dire autant supprimer ce financement, c'est parce qu'ils sans doute ils se retrouvent gênés de la manière dont ces sous-là sont gérés. Quand vous prenez les cadres des partis politiques,
quand vous prenez les cadres des partis politiques, est-ce que vous êtes certain que les cadres sont en mesure de vous dire « Nous avons perçu 1 milliard de l'État au niveau de notre parti. Voici les grandes activités que nous avons pu programmer. Voici celles qui ont été effectivement organisées et voici le résultat. » Il ne suffit pas d'organiser. Vous organisez, quel est l'impact de l'activité que vous aviez organisée? Mais moi, je ne vois pas l'impact. Depuis que ces partis politiques-là bénéficient du financement de l'État, moi, je ne vois pas l'impact. Où est l'impact? S'il y avait un impact, vous auriez dû comprendre, par exemple, sur les plateformes numériques, que moi, en tant que citoyen, dès que je ne partage pas le même point de vue que le gouvernement, qu'on ne va pas me taxer de tous les mots. On me permettra de pouvoir me prononcer. On va m'écouter. Et en retour, on me dira, mais c'est parce que tu n'as sans doute pas la bonne information. Mais il suffit seulement aujourd'hui de ne pas partager le même point de vue que le gouvernement et vous allez voir des acteurs sur les plateformes numériques qui vous attaquent à tous azimuts. Et ça donne même l'impression que soit vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement aujourd'hui, systématiquement vous êtes un acteur de l'opposition. Et l'inverse, hein, ce que je dis là, ce n'est pas propre aussi. Vous dites quelque chose pour les opposants. Dès que vous vous retrouvez aussi au niveau de la mouvance et vous dites, par exemple, telle activité que le gouvernement a réalisée, c'est une très belle activité, vous allez voir une sorte, je ne sais pas comment je vais qualifier ça puisque nous sommes des humains, mais il y a une classe sociale d'individus sur les plateformes numériques, sans doute payés, qui ne font que vous attaquer. Et vous vous posez la question de savoir si, en tant que citoyen, vous n'avez plus la possibilité de vous prononcer sur les questions d'intérêt national. Alors que, si au niveau de nos partis politiques, si au niveau de les démocrates, puisqu'ils bénéficient aujourd'hui du financement des partis politiques, si au niveau de l'UPR, si au niveau de, comment on appelle, de BR, cette réflexion de militantisme se vivait, vous allez constater que sur les plateformes numériques, dès que des gens comme ça se lèvent de toutes parts pour commencer par attaquer, ce seraient les premiers acteurs à dire, mais attention, ce qui se dit là, c'est pour le bien de notre peuple, c'est pour le bien de notre pays. Donc, faisons l'effort de nous écouter. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne nous écoutons pas. Nous ne nous écoutons pas parce que nos partis politiques, bien que bénéficiant du financement de l'État, du financement public, ne mettent pas en place, nos partis politiques ne mettent pas en place, je vais dire, l'environnement propice au débat. Moi, je ne sens pas le débat au niveau des partis politiques. Or, c'est de la réflexion que jaillit la lumière. Et c'est de la contradiction que l'on parviendra effectivement à permettre à notre pays de grandir. Donc voilà les véritables problèmes. Si déjà on a de pareilles difficultés, ne soyez pas étonnés que des citoyens commencent par se lever pour demander à ce que l'on puisse supprimer un acquis. Parce que pour moi, cette avancée-là, c'est un acquis. C'est un acquis. Il ne faudrait pas retourner en arrière. Il y a d'autres classes de la société qui auraient souhaité bénéficier, par exemple, du financement de l'État et qui n'en bénéficient pas jusque-là. Donc, on ne va pas retourner en arrière et demander à ce que l'État puisse supprimer. Non. Très bien. Mais, au même moment qu'on ne va pas demander à l'État de supprimer... On peut demander des comptes? Non, on vous dira que les comptes se sont déposés. Et effectivement, les comptes sont déposés. Mais pour moi, ce n'est pas les comptes qui sont déposés, c'est l'impact. C'est comme un bailleur. Le bailleur qui finance votre projet, il vous évalue à partir de quoi? Il ne vous évalue pas à partir des factures normalisées que vous êtes venu lui tendre. Il vous évalue à partir du résultat. Des bénéfices. Vous aviez pu demander 10 millions de francs CFA pour, par exemple, former
200 jeunes à l'engagement citoyen. Au bout du processus, vous n'êtes pas arrivé à former les 200 jeunes. Mais il y a 50 jeunes qui sont devenus de bons citoyens. C'est déjà un résultat. Un résultat. Et le bailleur, il est content de ce résultat-là. Parce que vous avez fait un pas. Parce que vous avez fait un pas. C'est ce qu'on attend aujourd'hui des partis politiques. S'ils ne sont pas en mesure de faire ça, et c'est juste présenter à l'État des factures normalisées pour dire nous avons dépensé tel nombre de millions pour tel recrutement ou telle autre chose, je trouve que ce n'est pas bien. Parce que moi, en tant que citoyen, je ne vais pas être en train de donner de la TVA et tout ce qui va avec et permettre qu'on prenne l'argent de l'État. Donc l'argent qui appartient à nous tous et faire ce désordre-là. Si vous êtes parti politique, travaillez à former vos militants. C'est très important. Je voudrais rappeler, Hugues Hector Zogo, Oumar Adéandiou, que lors des communales, les partis qui avaient réuni au moins les 10%, c'était bien FCBE, l'UP, l'UP, je ne sais pas si on avait déjà l'UP. Oui, mais l'UPR aujourd'hui. Oui, qui est devenu l'UP et le Renouveau aujourd'hui, le bloc républicain. Mais après les législatives, les partis qui ont bénéficié du financement, c'est les démocrates, c'est le bloc républicain, c'est l'UP et le Renouveau. Je vois que vous brillez d'envie de réagir pendant que Hector faisait son développement. Il parlait exactement dans mon sens, seulement qu'il y a 2-3 aspects sur lesquels j'aimerais un peu plus m'appesantir. Je le comprends parfaitement. Je suis même, enfin, je ne sais pas moi, je suis complètement en phase avec tout ce que Hector a dit. Normalement même, je devais peut-être me taire et dire, bon, ok, Hector poursuit, j'admets, je comprends, mais comme nous sommes dessus le plateau, je vais me permettre quand même encore de placer quelques mots. Voilà, de dire 2 ou 3 petites choses. La première chose que je veux dire, c'est quoi? Déjà, et moi, je pense qu'on a démarré les réformes sur le plan politique. Ces réformes-là nous permettent aujourd'hui de voir encore d'autres tares et d'autres travers que nous devons corriger. Et parmi ces problèmes-là, on peut citer donc à quoi sert finalement l'argent des partis politiques. Je pense que c'est le moment également pour que le législateur également réfléchisse pour savoir qu'est-ce qu'on donne comme moyen, comme outil aux institutions chargées donc comment on appelle, de veiller sur donc la bonne marche des partis politiques. Je ne veux pas peut-être le laisser finir, parce que le dire de cette façon-là, c'est très grave. Vous n'allez pas sortir des milliards d'États et c'est après que vous allez constater qu'il y a chaos que vous allez revenir pour dire mettons en place un protocole pour permettre... Non, mais en fait, vous savez, Hector, ce qui suscite le débat aujourd'hui, si par exemple c'était les démocrates, parti d'opposition, qui se retrouvaient être la première formation politique à gagner suffisamment la première force politique à gagner suffisamment de moyens de l'État, c'est-à-dire au niveau du financement, le débat qu'on est en train de faire aujourd'hui n'aurait pas eu de sens. Mais c'est parce que c'est des partis de la mouvance et donc des partis qui soutiennent le chef de l'État que le débat se fait. Parce que les gens se disent, bon, c'est peut-être des copains, entre eux, ils se partagent l'argent. Et donc, ils se partagent l'argent. Mais vous savez, Hector, puisque c'est ce qui se dit bien souvent. Ce que vous devez comprendre, c'est que en toute chose, il y a une expression que j'aime beaucoup dire, pour qu'on prenne le temps pour faire les choses, c'est qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a rien qui vient de manière... On part d'une étape à une autre étape. Aujourd'hui, nous sommes à quelle étape? Nous sommes à l'étape donc des réformes. Et donc, on fait la première réforme, on constate qu'il y a des travers à corriger, on les corrige, en mettant en place encore d'autres tests qui vont nous permettre à chaque fois d'aller un peu plus de l'avant. L'objectif, c'est quoi? La preuve, on est à 20%. La preuve, on est à 20% et dans toutes les circonstances. L'objectif final, c'est quoi? C'est que les partis politiques... L'objectif final, c'est quoi? C'est que les partis politiques travaillent à faire grandir le Bénin. Faire grandir le Bénin, c'est-à-dire nous faire faire la démocratie comme cela se doit. Nous sommes des pionniers aujourd'hui en matière de démocratie en Afrique. Tout le monde le sait. Depuis 90. Depuis 90. Tout le monde nous a suivis juste après. Il y a eu des conférences partout dans le monde, partout en Afrique. Mais aucune de ces conférences n'a eu, comment on appelle, l'impact que la nôtre a. Aujourd'hui, non seulement l'écho, la raison, je vais placer la raison. La raison, c'est deux choses. Première chose, on a eu un dirigeant humble,
parcourez encore les déclarations de Mathieu Kérékou. Je suis complètement d'accord avec vous. D'accord. Et vous comprendrez qu'on a eu à l'époque, pour la conférence nationale, un dirigeant humble. Deuxième chose, nous avons su nous écouter. Donc, il y a eu dialogue. Ce sont les deux valeurs qui, effectivement, ont fait que la conférence nationale a porté de la voix. Donc, le moment finalement est venu pour nous de faire la démocratie comme cela se doit. Mais on ne doit plus faire la démocratie. On a toujours fait la démocratie depuis 90. Oui, mais je ne suis pas d'accord quand vous utilisez cette expression. Voilà, je vais vous donner. Il y a beaucoup de raisons qui l'ont démontré. Les réformes aujourd'hui qu'on est en train d'opérer, c'est parti d'où? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas normalement. On est d'accord. Les partis politiques ne fonctionnaient pas comme cela se doit. Donc la démocratie n'était pas ce qu'elle devait être normalement. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, il faut travailler à grandir. Travailler à utiliser l'argent de, comment on appelle, du contribuable pour véritablement structurer les partis politiques. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que ces partis-là ont réellement des bureaux de part et, enfin, un peu partout dans le pays? Ça, c'est la première des choses. Quelles sont les institutions qui s'en chargent? Voilà, c'est pourquoi je disais que le législatif doit désormais réfléchir à donner des outils, des tests, comme on appelle, aux institutions chargées donc de surveiller ces partis politiques-là, qui est chargé donc de contrôler l'activité de ces partis-là. Voilà. Et si possible même, leur imposer certaines activités. C'est essentiel. Est-ce à dire si on leur impose pas des activités, attends, je vais finir. Il faut qu'on leur impose des activités. Quand on donne l'argent de l'État, on doit donner l'argent. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, la manière de gérer l'État au départ, avec beaucoup de rigueur, beaucoup étaient contre au départ. Je disais aux gens, mais vous faites une erreur. Regardez comment on gérait avant. Avec un peu de rigueur, les choses vont changer. Et on a vu le résultat. On a vu désormais comment les choses se passent. En tout cas, même l'aveugle voit. Voilà. Donc aujourd'hui, mettons un peu plus de rigueur également au niveau des partis politiques en leur imposant des activités. On doit pouvoir dire à un parti politique, voilà ce qui doit être... Quand je l'écoute, voilà ce qu'un parti politique doit faire. Tout à l'heure, j'ai fait un parallélisme en faisant ressortir l'aspect que c'est parce que les partis qui bénéficient plus de financement aujourd'hui sont des partis de la mouvance que des citoyens ont commencé par faire des déclarations et demander à ce qu'il y ait suppression. Je suis convaincu que si c'était par exemple un parti de l'opposition qui était la toute première puissance politique du pays et qui amassait suffisamment de milliards, je suis convaincu que Nouroudine Saka Saleh ne serait pas sorti pour dire que... Non, c'est pas possible. Non, j'en suis convaincu. Parce qu'à vous écouter, j'ai le sentiment qu'on met les moyens à disposition de partis politiques et c'est dans le feu de l'action qu'on découvre les tares. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va retourner à l'Assemblée nationale, demander aux honorables députés de mettre en place... on fait comment? Non. On travaille. Si on fait ce qu'on peut et on voit ce qui ne marche pas et on le corrige. Non, on ne s'amuse pas. On ne peut pas tout de suite... On ne s'amuse pas et on ne peut pas s'amuser avec l'argent du contribuable de cette façon. Vous savez, tout de suite, c'est compliqué de commencer à imposer des choses aux gens. Vous savez, même le pouvoir qui est là, c'est vrai, gouverner, c'est accepter d'être impopulaire quelquefois. Mais impopulaire au point où les gens vont se sentir mais, complètement dérangés, où les gens vont se sentir... Mais ça aussi, ça a des revers. Vous comprenez? Donc, même quand on veut changer les choses, il faut aller de manière progressive. Regardez le peu déjà que le gouvernement fait. Il y a beaucoup qui sont contre. Parce que c'est très compliqué de se déshabituer. Quand on a déjà des manières de faire, des comportements, c'est compliqué d'arracher à l'individu comment on appelle ces habitudes-là. C'est compliqué de le changer, voilà, de le changer rapidement. Parce qu'on dit quoi? Parce qu'on dit l'habitude... Attendez, l'impact des actions du gouvernement. Nous sommes en train de parler du financement. Nous sommes en train de parler du financement dont bénéficient les partis politiques. Oui, je suis complètement d'accord. Si c'est pour faire le point de la gestion du gouvernement, on fera le point. C'est un raisonnement que je fais. C'est un raisonnement que je fais. Il faut bien m'écouter, Hugues Hector. Il faut bien m'écouter. Le temps qui nous a imparti, on est presque à la fin. On a dit que la politique ne se coûtait pas. Il faut qu'on commence par conclure. On a dit que la politique ne se coûtait pas. Nous, on va donner l'exemple, on va s'écouter. Première chose, c'est quoi? C'est que, je veux dire quoi? Qu'on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. On part de quelque part. Regardez le désordre qu'il y avait avant. Aujourd'hui, ça s'améliore grâce désormais donc au financement des partis politiques. Regardez simplement même les partis de l'opposition, quand vous les prenez, peut-être qu'il y a de grands leaders derrière, on est d'accord, mais
vous sentez que, bon, plus ou moins, les forces au sein du parti, je veux dire, les personnalités commencent à être à s'équivaloir, je veux dire. On commence à voir que, bon, chacun a du poids dans le parti. Avant, ce n'était pas le cas. On peut citer des exemples. Hein. Oui, on prend la RB, c'est les Soglo dans le temps. Personne ne peut les égaler. On prend le PRD, c'est Maître Adrien Oubedi et ceux qu'il aura décidé de mettre à la place où il veut. On prend le PSD. On prend ainsi de suite. Tout le monde, ainsi de suite. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça commence à changer. Quand vous prenez par exemple, comment on appelle l'UP. Prenez l'UP. Avec son président. Prenez l'UP. Maître le président. Le président est le président. Ouais. C'est le chef. Mais après lui, vous allez me dire que non, il y a tel qui est au-dessus de tel. Non. Tout le monde est au même... il se réclame, ça va de soi. Les députés peuvent aller sur les plateaux. Ça veut dire qu'il y a un pas qui est fait désormais grâce déjà à l'agent public. Ce n'est plus un individu qui impose sa loi, qui impose les personnes dans le parti. Donc il y a déjà un pas qui est fait. Donc moi je dis, je comprends. On me fait signe que c'est fini. Hein, alors que je ne sais pas que vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Pour finir, je comprends parfaitement l'indignation de Hector, l'agent public, mais il faut faire le travail à... Mais on part de quelque part. C'est petit à petit. C'est ce que je dis. C'est petit à petit. Mais par contre, on ne doit absolument pas... Vous êtes en train de conclure comme ça. On ne doit absolument pas supprimer, comme on appelle, le financement des partis politiques. Voilà. Parce que ça permet aux partis de respirer. Voilà. Mais les partis doivent rendre compte. Il faut qu'on comprenne clairement comment ils ont géré l'argent. Pas rendre compte simplement. Moi, je dis même que les institutions chargées de contrôler l'action de ces partis-là doivent désormais leur imposer. Il faut qu'on ait des tests qui leur imposent certaines activités. C'est essentiel. Oui, d'accord. Comme l'a dit l'école, l'université politique, l'université de vacances. Et je voudrais aussi ajouter, mais également encadrer un peu cette gestion-là pour qu'on évite d'avoir les lèche-bottes dans les partis, comme le soulève Noureddine Saka Saleh. Il n'a pas tort. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. En toute honnêteté, moi, je ne sais pas s'il y a de lèche-bottes au sein des partis. Il l'a dit, donc ça veut dire qu'il y a. Vous et moi, nous ne militons pas activement au quotidien dans un parti politique. Moi, je dis, mais lui, il est là, donc il le dit. C'est que c'est vrai. Moi, je dis. Moi, je le crois. Moi, je dis que je ne sais pas si au sein des partis politiques, il y a des lèche-bottes. C'est un acteur de l'opposition. C'est un acteur de l'opposition qui parle. Et donc, s'il trouve qu'il y a de lèche-bottes, il peut en avoir au niveau de l'opposition. Ah, il n'a pas dit. Il a dit parti politique. Mais vous parti politique, c'est la mouvance, c'est l'opposition. Donc tout le monde est concerné. Moi, je vous ai dit que je n'en connais pas. Pourquoi avez-vous peur de dire qu'il y en a dans l'opposition? Moi, je vous ai dit que je n'en connais pas. Et vous avez répliqué en me disant que vous le croyez. Oui. Et donc, puisque moi, je le crois, je considère que dans ces partis de l'opposition... Même dans l'opposition, il y a des lèche-bottes. Je dis dans ces partis de l'opposition, puisque on ne peut que maîtriser mieux sa charpelle. Et puis dans toute structure humaine où il y a de l'argent à distribuer, où il y a des postes à donner. Ce n'est pas de l'argent à distribuer. Non, c'est pas de l'argent à distribuer. Je suis d'accord. Où il y a des postes comment on appelle, il y a toujours des gens qui feront toujours la courbette. Mais vous n'allez pas m'empêcher de vous dire ce que j'avais l'intention de partager avec vous. Parce que je comprends. Vous voulez tout en même temps, Hector. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire tout en même temps. En réalité, ce que je dis, c'est pertinent. Vous ne pouvez pas être en train d'accompagner le chef de l'État, être première force, deuxième force politique, et tomber dans des pièges comme ça. Quel piège? Si vous avez suffisamment de moyens financiers provenant de l'État, c'est une occasion pour vous de donner le très bon exemple. Je suis d'accord avec vous. À partir de très belles initiatives, il faut que nos partis politiques parviennent à innover. Moi, j'ai vu plus. Et qu'ils arrêtent à jouer aux miséreux. J'ai vu. On veut des couvertures médiatiques, on ne vient pas payer au service commercial. J'ai vu par exemple. Alors que vous avez des financements publics. Je dis bien, j'ai vu plusieurs délégations qui se sont rendues en Chine. Il y a eu des délégations de la Chine qui sont également venues au Bénin. Ça, c'est des choses à louer. Merci. Laissez-moi finir. Merci pour la conclusion. Oui, il est là. Il est là. Quand il est là, la télévision, il est là. On va refaire peut-être. Je dis bien, il y a autant d'activités qui s'organisent. Mais est-ce que effectivement nous avons besoin de celles-là? Merci, c'est ça aussi la vraie question. C'est pourquoi moi je disais, il faut leur imposer. Mais il faut aller à l'école du parti. Il faut continuer la rigueur. Il faut continuer la rigueur. Oui. Et aller à l'école du parti chinois. Bon, moi je ne sais pas si c'est la meilleure école. Bon.
D'accord. Oui, ça aussi, c'est discutable. Donc, en tout cas... je vous donne une seconde, chaque 30 secondes pour conclure. Pour conclure, je voudrais donc féliciter tous les partis politiques qui, à la date d'aujourd'hui, bénéficient du financement public de l'État et donc leur demander de continuer par travailler à l'engagement civique au sein de leur parti, de continuer par former les militants, parce que ce n'est qu'à cette occasion qu'ils auront la possibilité de découvrir effectivement de nouveaux leaders. Et ces leaders, une fois qu'ils occupent de très bons postes demain au sein de la République, c'est pour le bien de tous les citoyens. Merci. Hector Zogo, merci d'être venu sur ce plateau, Oumar. Mais 30 secondes, voilà. Ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? 20 secondes. Oui, je voudrais dire tout simplement que le financement des partis politiques est une bonne chose, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est une bonne chose, ça permet de régler un certain nombre de problèmes que nous avions. C'est une bonne chose sans les lèche-bottes. Bon, que nous avions avant. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est quoi? C'est que, regardons aujourd'hui, même ces partis politiques-là, réformés, tout ce que, qui marchent selon les réformes actuelles. Qui sont les acteurs dans ces partis politiques-là? C'est des gens qui étaient habitués à faire la politique d'une certaine manière. Donc, c'est compliqué. C'est petit à petit qu'on va y arriver. À chaque fois qu'on va mettre des tests en place, ils vont trouver des moyens pour les contourner, pour continuer. Donc, à chaque fois également, il faudrait que le législateur y réfléchisse pour qu'on puisse à chaque fois corriger les choses et finalement être ce modèle-là qu'on a toujours été pour l'Afrique, un modèle de démocratie. Merci Oumar Aliandjou, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous avez beaucoup. Je vous ai présenté comme rédacteur en chef d'une émission et la personne a mis... La personne à qui j'ai parlé a mis les mains sur la tête pour dire rédacteur en chef d'une émission, que c'est encore où ça, que ça se passe où. On n'en a pas l'habitude au Bénin. Je vous donnerai l'opportunité d'expliquer aux gens qui ne savent pas encore ces modifications, que ça se passe maintenant. Voilà, les gens ne sont pas informés. Ça s'est toujours passé comme ça dans les pays développés. Voilà, bon, on est en voie, donc ça va arriver. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous, Hugues. Il est partagé. Je pense qu'on reviendra pour un autre débat sur le Bénin, un modèle de démocratie en Afrique. Ben d'accord. Ben écoutez, ça, je ferai ce débat très bien avec vous. Merci à vous, merci à Marcel Yedo, merci à Martin Toïnse, merci également à Gérard Humpé et merci à Modeste Moundekmondi, grâce à qui vous allez nous suivre sur les différentes plateformes YouTube, Facebook. Merci à toutes et à tous. Bon week-end.